Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal quotidien. Voyons tout de suite ensemble quels seront les grands titres que nous développerons. Cap sur la Grèce pour les explorations de Monaco dont le bateau a appareillé hier du port de Fontvieille. Pendant plus d'un mois, ce catamaran va naviguer entre Athènes et 3 îles grecques pour une campagne dont l'objectif est tout à la fois scientifique, diplomatique et pédagogique. Le Monaco Yacht Show se poursuit jusqu'à demain samedi. Vous avez dû l'apercevoir dans le port et même au large. De nombreux bateaux d'exception sont présentés pendant ce salon. Nous découvrirons justement dans ce journal l'un de ces super yachts hors normes. Et cela sera aussi l'occasion pour nous d'une rencontre avec les artisans d'art français présents sur ce salon et qui ont été reçus hier soir par l'ambassadeur de France. C'est un grand homme d'État dévoué à son pays. Il a occupé les fonctions d'ambassadeur à l'ONU notamment. Il a été secrétaire d'État et aujourd'hui, il consigne ses nombreux souvenirs dans un ouvrage intitulé Chronique d'un diplomate monégasque. Jacques Boisson sera notre invité. Du sport, enfin, avec cet événement toujours très apprécié du public avant le coup d'envoi ce week-end du championnat de France de basket. Le Fan Event avait lieu hier soir à la salle Gaston Médecin. C'était le grand jour hier pour les explorations de Monaco. Nous vous dévoilions mercredi les ambitions de leur mission en Grèce qui a pour but d'étudier les fonds marins. Objectif : mieux connaître pour mieux protéger les océans. Nous étions hier soir au port de Fontvieille pour assister à l'appareillage du navire sous le regard du prince souverain. C'est un reportage signé Alban Gingembre et Hugo Comassa. Ce bateau respectueux de l'environnement s'apprête à appareiller pour la Grèce qui héberge la plus grande aire marine protégée. À son bord, des scientifiques. Leur mission, trouver des solutions pour protéger les océans en faisant parler les microbiomes. Dans l'eau, vous avez énormément d'organismes. On a des espèces de forêts invisibles qui flottent dans l'eau et qui sont extrêmement riches, qui sont plus riches en espèces que le monde visible qu'on voit. D'habitude, les poissons, les phoques, il y a beaucoup plus d'espèces qui sont dans l'eau. Et puis en fait, c'est vraiment la base de l'océan, c'est toutes ces forêts invisibles. Et donc on va non seulement les mesurer sur les trajets du bateau, du catamaran, mais aussi dans les îles, quand on arrivera en fait dans les aires marines protégées. Donc on aura une carte en effet du microbiome méditerranéen qui va se construire petit à petit. Étudier, mais aussi sensibiliser, car cette exploration est scientifique, mais aussi pédagogique. On va présenter ces instruments, partager, discuter avec les gens en Grèce pour cette fois-ci et parler avec eux de comment est-ce qu'on pourrait les utiliser, à quoi ils peuvent servir dans leur contexte. Donc on va pouvoir lentement en fait créer un réseau, ce qu'on espère, de gens, de gestionnaires d'aires marines protégées, de collègues scientifiques. On est bon, on est largué. Merci. Voilà. Et c'est accompagné des au revoir du prince souverain que le bateau des explorations de Monaco prend le large. Très attaché aux océans, le prince Albert II rejoindra l'équipage en cours de mission, car cette exploration sert aussi à donner les clés aux décideurs. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de reportages dédiés au Monaco Yacht Show qui se tient jusqu'à demain samedi au port Hercule. Et nous vous proposons de découvrir un yacht d'exception qui allie innovation, artisanat et élégance sur l'eau. Vanessa Dessier et Camille Caloni sont montées à bord. Avec ses lignes sobres et son design contemporain, ce yacht mise sur une élégance discrète. Les matériaux choisis avec soin et les finitions travaillées à la main traduisent un véritable savoir-faire artisanal. À l'intérieur comme sur les ponts, le confort se marie à une esthétique raffinée, pensée pour que chaque moment à bord soit une expérience agréable. Plus qu'un simple bateau, l'Andala reflète une certaine idée de la navigation, celle d'une liberté assumée alliée à une sophistication maîtrisée. La barca è una barca con un design contemporaneo ma con tante ispirazioni orientali direi e soprattutto un contrasto forte tra un'impostazione generale delle linee principali molto geometrica, molto rigorosa e un dettaglio invece su scala più piccola caldissimo, ricco, pieno di amore proprio per l'alto artigianato. Présent au Monaco Yacht Show, l'Andala saisit une opportunité unique de briller sur la scène internationale. Ce rendez-vous emblématique permet de mettre en avant son design innovant et de rencontrer des passionnés et des acheteurs du monde entier.
Il Monaco Yacht Show è il picco del nostro anno di lavoro, è un pochino il paradiso e l'inferno allo stesso tempo, è un periodo intensissimo dove direi che la credibilità che uno costruisce viene valorizzata attraverso gli incontri che si riescono a fare, sia programmati che casuali. Spesso i secondi sono anche più interessanti dei primi. È il più bel evento dell'anno nautico, è uno dei più belli eventi al mondo, è una sfilata di idee, di alto artigianato, di tutto ciò che c'è di bello da essere umani creare oggetti completamente inutili che rappresentano un sogno. Per cui in questo siamo molto privilegiati ad essere qui. Landala au Monaco Yacht Show confirme son statut d'exception, alliant design, luxe et savoir-faire. Il semble déjà marquer les esprits sur la scène nautique internationale. Le Monaco Yacht Show, c'est aussi l'occasion pour de nombreux artisans de venir exposer leur savoir-faire. Et en marge du salon, l'ambassadeur de France a tenu à réunir plus particulièrement les artisans français pour leur offrir l'opportunité d'étendre leur réseau en principauté, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage d'Alban Gingembre et Hugo Comassa. Miroiterie, architecture, ébénisterie, ameublement, 7 maisons d'artisans d'art françaises sont ici réunies par l'ambassadeur de France pour mettre en valeur leur savoir-faire sur cette terre d'expression qu'est la principauté. L'idée, ce serait de leur ménager des contacts à Monaco, dans le secteur hôtelier, les résidences privées, les grandes fortunes, parce que ce sont des références extraordinaires, ce sont des gens qui ont une qualité de travail exceptionnelle, mais ce sont souvent des petites structures qui n'ont pas une capacité de développement propre. Et du côté de Monaco, je me dis que c'est aussi une manière de faire passer le message que Monaco, c'est un lieu d'art de vivre, d'échelle mondiale, de prescription de l'art de vivre. Et je pense aussi que beaucoup de professionnels à Monaco peuvent avoir envie d'avoir une gamme de références étendue. Les artisans profitent de cette rencontre pour exposer leurs compétences à de potentiels clients sur Monaco. C'est le cas d'Antoine qui dirige une entreprise d'art du verre au Mans. Je suis ravi d'être accueilli et soutenu par l'ambassadeur de France à Monaco qui prend fait et cause pour l'artisanat français. Ce sont des petites entreprises très artisanales qui travaillent avec des méthodes ancestrales. Ces entreprises sont parfois un peu confidentielles. Et effectivement, c'est bon de faire savoir notre savoir-faire ou voilà, des réalisations un peu rares et sophistiquées, voilà, les faire connaître, faire le lien finalement entre ceux qui ont besoin de ces pièces uniques faites sur mesure et ceux qui peuvent les créer. Ces artisans d'art sont encore présents sur le salon du Monaco Yacht Show pour montrer leurs réalisations rares et leurs pièces uniques. Oui, et je vous rappelle que le Monaco Yacht Show refermera ses portes samedi, en fin de journée. Nous allons maintenant accueillir l'invité de ce journal, un homme qui a très largement contribué à la politique diplomatique de Monaco. Ambassadeur, secrétaire d'État, il n'a eu de cesse de servir son pays. Nous retrouvons en plateau Jacques Boisson. Jacques Boisson, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous rejoindre sur le plateau de Monaco Info. Vous avez écrit un récit autobiographique intitulé « Chronique d'un diplomate monégasque ». Alors, vous avez été ambassadeur dans plusieurs pays, ambassadeur de Monaco, vous avez été secrétaire d'État, on va y venir. Mais lorsque l'on dit de vous, Jacques Boisson, que vous êtes un très grand serviteur de l'État, ça vous touche, ça vous rend fier? C'était la mission d'une vie? Oui, c'est-à-dire c'est très naturel. Naturellement, j'ai été élevé pour être un serviteur de l'État. Et je ne pense pas qu'il y a de quoi en être fier, mais bon, c'est une satisfaction qu'on puisse avoir cette image de moi, parce que c'est vraiment, ça a conduit toute ma vie de servir mon pays. Et voilà, vous savez, c'est une tradition culturelle, familiale, qui remonte à quelques années ou quelques décennies. Ou, voilà. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui de coucher sur le papier tous ces souvenirs? Et il faut le dire, c'est à compte d'auteur, ce n'est pas lucratif. Hein. Non, pas du tout. Qui veut lire cet ouvrage pourra vous solliciter. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? J'ai eu au mois de janvier 85 ans, je ne peux pas le cacher. Et j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je pourrais faire, en pensant à ma famille, à mes neveux, à mes nièces, qui m'interrogeaient souvent sur ce que j'avais fait.
Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas écrire? Alors, ben, je me réveille assez souvent le matin de bonne heure. Et bien voilà, mes souvenirs me prenaient par la main, m'amenaient au bureau. Et c'est devenu un livre. Vous avez été le premier ambassadeur de Monaco à l'ONU. C'est l'un des souvenirs marquants de votre carrière? C'est un des grands souvenirs, oui. Mais je dois dire que ce n'était pas... Enfin, pour moi, c'est un événement important, pour Monaco aussi. Mais personnellement, j'étais très à l'aise parce que j'avais passé quand même 15 ans dans un secrétariat, celui de l'UNESCO, avec des missions assez importantes. Et ça m'avait formé au multilatéral, comme on dit, c'est-à-dire la diplomatie multilatérale. Et donc j'étais très à l'aise à l'ONU, et d'autant plus que le secrétaire général, par chance, qui était à l'époque Boutros-Ghali, qui après est devenu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, était un bon ami. J'avais travaillé avec lui à l'UNESCO. Donc vous avez été en poste à New York, vous avez été à Paris, dans plusieurs autres pays, un serviteur de l'État, on l'a dit. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu difficile, quand on aime autant son pays, de faire carrière finalement très loin des frontières de son pays? C'est peut-être difficile à comprendre, mais on le quitte physiquement. Mais dans sa tête, on le garde. Et oui, puisque quelque part, vous étiez un petit peu sur des petits bouts de Monaco, un peu partout dans le monde. Oui, puisque ces ambassades, déjà dans les ce ambassades. sont des représentations de Monaco dans le monde. Mais voilà, donc c'est ça. En fait, je n'étais pas vraiment parti de Monaco, je suis resté très attaché. Et surtout, si vous voulez, on le voit dans le livre d'ailleurs, toute ma jeunesse, toute mon enfance à Monaco, au scout, au lycée Albert Ier, etc., m'avait complètement imprégné de Monaco. Donc vous avez eu de nombreux postes d'ambassadeur, et puis ensuite le poste de secrétaire d'État. Quelle vision aviez-vous de ce rôle? Alors, secrétaire d'État, je le voyais de manière très éloignée, très distante. Je connaissais bien René Novella, qui avait été avant moi pendant 10-15 ans. Oui, mais j'avais travaillé avec lui d'ailleurs pour la francophonie et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, j'étais dans mon bureau, la secrétaire, mademoiselle Vatican, m'appelle en me disant « Le prince voudrait te voir cet après-midi ». J'ai dit « Bon, très bien, je suis là ». Puis je m'attendais à ce qu'elle m'appelle et que je monte, parce que les bureaux du prince à l'ambassade étaient au dernier étage. Et puis on frappe à la porte, je le mets dans mon livre. Et je croyais que c'était mon secrétaire, un collègue qui arrivait avec des dossiers, etc. C'était le prince Albert qui est venu dans mon bureau. Alors on est allé au côté salon, on s'est assis dans 2 fauteuils au lieu d'être derrière la chaise. Et puis voilà, il m'a expliqué que M. Novella voulait prendre sa retraite et qu'il avait pensé à moi. Mais j'étais vraiment étonné, donc je n'étais pas préparé. Jacques Boisson, avant de nous quitter, j'aimerais peut-être que l'on évoque l'anecdote, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a de grands témoignages, vous le disiez, sur l'histoire du monde aussi, à travers l'histoire de Monaco. Quelle est l'anecdote qui vous tient le plus à cœur dans cet ouvrage? Je pense que c'est quand même, je dirais, quand le prince Régnier m'a annoncé qu'il m'envoyait à New York. Bon. Et alors, chose exceptionnelle, voilà où est le côté anecdotique. Il était toujours dans son bureau, moi je m'asseyais en face, monseigneur, voilà, bon, il me disait, c'est bien. Là, il s'est levé quand je suis arrivé dans son bureau, et on est allé s'asseoir dans le côté salon. Je dis, ah bon? Et puis, il a commencé, comme ça, gentiment, me dire, comment ça va, monsieur Boisson? J'ai dit, bien, monseigneur. Et après, il me dit, vous connaissez New York? Alors, j'ai dit, oui, monseigneur, je connais New York, oui. Alors, il s'est levé, et puis on est allé vers la fenêtre, ça donnait sur le square. Puis il y avait un grand silence. Bon, quand le prince est silencieux, on reste silencieux. Puis il se tourne vers moi avec son beau sourire, parce que le prince Régnier avait un sourire vraiment radieux, pour me dire, ben, vous savez, j'ai pensé à vous. Alors il me dit, vous savez, Monaco va rentrer aux Nations Unies. Je lui dis, vous, je ne savais pas si je vais dire oui ou non. J'ai dit, ah oui, monseigneur, je parle. Et il me dit, et vous savez, j'ai pensé à vous gentiment, pour aller, pour me représenter aux Nations Unies. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Ben, je dis, oui, monseigneur, c'est un grand honneur, j'espère être digne de la fonction, etc. Mais il y avait ce côté tellement humain, et qui se préoccupait de savoir
quand même à l'avance si ça me convenait. Je lui aurais dit, vous savez, monseigneur, j'aime pas du tout New York, j'ai horreur de New York. Je suis sûr qu'il m'aurait pas obligé à y aller, vous voyez. C'était toujours ça. Ça a été le début donc d'une très belle période et une période marquante de votre parcours. Et je le rappelle donc, pour revenir sur toutes les grandes dates, les petites histoires aussi qui ont jalonné ce parcours, il y a ce livre, Chronique d'un diplomate monégasque. Et pour les personnes qui seraient intéressées, il faut vous contacter directement. Merci Jacques Boisson d'avoir été notre invité. Mais c'est un plaisir pour moi. Ouvrons une page sport avec du basket et cet événement organisé hier soir à la salle Gaston Médecin, le Fan Event. Supporters et joueurs de la Roca Team se sont retrouvés pour un moment de détente et de partage avant le début de la saison. Frédéric Elion et Camille Caloni ont assisté à ce joli et festif moment. Un beau moment de communion avant de lancer la saison. Jeudi soir, les abonnés de la Roca Team étaient conviés à Gaston Médecin pour la désormais traditionnelle soirée de lancement de la saison. Les supporters ont pu récupérer leur abonnement, poser devant la Super Coupe de France, premier trophée de la saison, découvrir le nouveau maillot et repartir avec quelques cadeaux. C'est très sympa, ça permet de se remettre dans le bain parce que finalement le basket nous manque depuis tout ce temps. C'est sympa, c'est convivial. En fin de saison, on avait eu les joueurs, on avait pu discuter avec eux. C'est à nouveau le cas maintenant pour la reprise avec un petit cadeau personnalisé pour les abonnés, une écharpe avec le nom dessus. Donc événement très sympa, très convivial. Je vois que l'écharpe justement est déjà autour du cou. On est prêt pour encourager l'équipe cette année ? Ouais, comme toujours, on est toujours là, derrière l'équipe, en espérant qu'on fasse une bonne saison. Moi, ça fait 15 ans que je suis l'équipe. À l'époque, on se mettait au boulet dans la salle pour 5 €. Maintenant, c'est un peu plus cher. Mais enfin, ça vaut vraiment le coup, là. C'est vraiment du sport-spectacle, il y a tout ce qu'il faut. Comme chaque année, avec mon fils, on est abonné à la Roca Team. Et du coup, on profite de cet événement pour découvrir l'équipe, récupérer nos cartes d'abonnés. Je trouve ça super sympa pour déjà les supporters, pour voir les joueurs justement. Et aussi pour les joueurs de pouvoir un peu décompresser avant la saison. L'année passée, avec 3 ou 4 finales, on a fait toujours deuxième. Et ça, c'est pas bon. Là, cette année, ça doit être l'année peut-être du top. Bien sûr, on vise toujours le plus haut. Et je pense qu'on peut y arriver, on peut vraiment y arriver. Il nous a manqué pas grand-chose. Mais bon, on espère, on est là, puis on va supporter fort. Les supporters ont ensuite pris place dans les gradins de Gaston Médecin. Ils étaient près de 700 pour accueillir les joueurs et le staff. On a pu assister à quelques moments bien sympas avec notamment une session de questions-réponses ou encore un concours de shoot où des enfants sont descendus sur le parquet avec les joueurs. Thierry Tarpé a montré son talent au Rubik's Cube, casse-tête résolu en 1 minute 9 secondes. Et Nemanja Nedovic a annoncé qu'il ferait une interview en français dans 2 mois. Un beau moment de partage avant le début des hostilités à Gaston Médecin, le retour de l'Euroleague le 1er octobre face à Kaunas. En football, Monaco, leader du championnat, se déplace samedi en fin d'après-midi sur la pelouse de Lorient, 17e de Ligue 1 et en grande difficulté depuis le début de saison, notamment en défense. Écoutez le coach Adi Hutter et le milieu de terrain Takumi Minamino avant ce match. They had their heaviest defeat in their history against Lille at home, but also it's a little bit weird. Lille scored the second goal in the 75th minute, and then they conceded in the last 15-20 minutes 5 goals. So it was, for sure, it was special, this game. They try to play football. They have up front. It depends on which player are playing. But Tosin is one of the fastest players in the league. I don't know who is the clear number 9. It's Bamba. They have also speed, and we have to be careful about their speed. Typical, in my opinion, typical French team. Compact in a 5-2-3 or 5-3-2. It depends on what the opponent is doing. Try to be compact and wait for mistakes and have quick transitions. So far we are top on the table. This is a positive things, but yeah, I think we should improve more, a lot of things as a team,
and yeah, as a personally also. Yeah, if you see the number, for me, it's okay. So far, we are, as a team also, we are doing well. Not perfect, but you know, we got 3 points last game too. I want to keep doing like this, and then, yeah, as an attacking player, helps team as a goal or assist, and yeah, I want to keep like this. Le coup d'envoi du match Lorient-Monaco sera donné demain à 17 h avant la venue la semaine prochaine à Monaco de Manchester City en Ligue des Champions. Ce matin, une classe Ulysse du collège Charles III a quitté ses cahiers pour travailler aux côtés de l'artiste contemporaine Chloé Royer à la Villa Paloma. L'objectif, faire découvrir aux élèves en situation de handicap une autre façon d'apprendre, aujourd'hui à travers la sculpture. Devika Guérenfart et Alexa Vial ont pu suivre cette pose artistique très appréciée. Dans cet atelier de la Villa Paloma, les élèves d'une classe Ulysse du collège Charles III se concentrent sur leurs mains recouvertes de plâtre. Sous le regard bienveillant de l'artiste Chloé Royer, chacun participe à un workshop en 2 temps, un moment de méditation pour préparer son geste, puis la création de moulages. Une expérience artistique qui s'ajoute aux apprentissages scolaires classiques adaptés à chaque élève dans ce dispositif d'inclusion. On est venu ici pour travailler la main. On a mis dans un seau et on a fait comme un gâteau à la fin. On a rempli le seau et après, on va faire, je mets les mains comme ça. Rentre dans les mains, j'attends pendant 2 minutes. Quand on a fini 2 minutes, je fais doucement, je tourne les mains, je lâche. Et après ça démoule et ça transforme ma main. Favoriser l'accès à la culture artistique, un des axes principaux des projets du collège Charles III. On a eu la chance d'être conviés à cet atelier avec l'artiste Chloé Royer, donc nous sommes très reconnaissants. Parce que pour nos élèves, c'est vraiment une opportunité folle de pouvoir pratiquer avec les conseils d'un vrai artiste, quoi. Tout le long de l'année, on pratique au maximum des activités artistiques. Et puis, les élèves comprennent les consignes, les appliquent et on est là pour les accompagner. Donc, chaque fois, c'est un grand plaisir de pouvoir le faire. Initiative de l'artiste et fruit d'une collaboration régulière entre le musée et le collège, cette rencontre restera gravée dans le plâtre et dans le souvenir des élèves. Avant de refermer ce journal, ce petit clin d'œil aux aéronautes de Monaco avec ces belles images tournées hier soir sur la place du Palais. Vous le voyez, le ballon a été gonflé et s'est élevé symboliquement dans les airs. Il s'agissait de la 2e apparition publique du nouveau ballon avec le logo du partenaire principal des aéronautes, mais aussi depuis que le prince Albert II a accepté de devenir président d'honneur du club des aéronautes. La première apparition avait eu lieu mercredi sur les terrasses du casino. C'est sur ces images que se referme ce journal, sans oublier les photos de fin de Manuel Vitali, prises hier soir à la salle Gaston Médecin lors du Fan Event. Dans un instant, la météo présentée par Devika Guérenfart et l'après-JT consacrée à un lieu qui surplombe Monaco avec une vue imprenable, l'aire d'autoroute de Beausoleil, une magnifique halte pour les automobilistes qui empruntent cette portion d'autoroute. Demain, vous retrouverez Fabien Bonilla à 19 h pour un nouveau journal sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir, demain à Monaco, le temps restera largement ensoleillé. Dans la matinée, le ciel sera clair sans aucune précipitation. Même scénario dans l'après-midi où le soleil dominera toujours accompagné cette fois-ci de quelques nuages discrets. Côté température, elles varieront entre 12 et 20 degrés. Le 27 septembre est la journée mondiale du tourisme. Monaco a d'ailleurs été élue meilleure destination européenne 2025. Un titre attribué grâce à un vote d'1 million de voyageurs internationaux. Enfin, demain, nous fêterons les Vincent, un prénom d'origine latine qui signifie triomphe et vainqueur. Très bonne soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.